Merci Rifard. On a salué tout le monde qui est branché sommaire et nous voulons remercier l'ensemble des organisateurs qui ont nous possibilité pour nous parler de coopératives d'épargne et de crédit. Et s'il y en a tout qui fait que la Banque centrale a accordé en pile importance à ce secteur ça, pas rien que BRH a fait pour l'autre institution financière pour le quitter coopérative d'épargne et de crédit derrière. Alors, non moins, Jean-Rifard a annoncé là, c'est Jocelyn Jean-Baptiste. Moi là, pour moi, thème ça ensemble avec nous. Évolution des coopératives d'épargne et de crédit dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Pour moi faire ça, information générale, vue globale de la situation financière des SEC de 2016 à 2020, évolution de la situation financière des SEC dans le contexte de la pandémie, et enfin, nous va conclure. Alors, comme information générale, en tout premier lieu, il faut connaître que dans le paysage des coopératives d'épargne et de crédit, il y aurait les coopératives financières de premier niveau. C'est-à-dire, c'est des caisses populaires, côté c'est des personnes physiques ou morales qui membres et caisses et nous jouons 70 coopératives financières de premier niveau qui existaient. Ils regroupés en fédération et en association. Alors, faut qu'on dit fédération en lui-même, c'est une coopérative financière de deuxième niveau. Une caisse populaire pas capable membre de fédération et les supposés rester dans la fédération côté l'IA. Toutefois, dans le même secteur, il y a ça association. À l'heure actuelle, nous avons une seule association, c'est l'ANACAF, Association nationale des caisses populaires haïtiennes. Une caisse populaire capable à la fois membre d'une fédération et membre association. C'est ça, fait dans l'ANACAF, il y a un membre LIO qui fait partie de fédération Le Levier, qui c'est une fédération, et Gemamtou qui fait partie de fédération Le Sociétaire. Au 30 septembre 2020, nous joignons que Le Sociétaire, comme fédération, il était gagné 41 membres. Alors, comme nous disons, dans la fédération, membres que vous gagnez, c'est caisse populaire. Je ne vais pas gagner l'autre type de membres. C'est caisse populaire ou bien coopérative d'épargne et de crédit. Et deuxième fédération, qui c'est le sociétaire, eh bien, il gagne 10 membres. En tout, nous sommes capables de dire nombre de caisses qui fédérées, c'est au total 51. On a continué avec information générale là. Et qu'on là, nous voulons parler d'un point qui est très important. C'est le fonds de soutien aux coopératives. Dans la loi 26 juin 2002, l'État haïtien prévoit un fonds qui est comme ça, fonds de soutien aux coopératives. Fonds ça, il est là pour capable aider de caisses qui en difficulté ou bien de caisses qui t'a gagné des besoins de financement. Par exemple, une caisse qui t'a remis soutenir croissance li, eh bien, il est capable de frapper n'importe et font ça. Et s'il a besoin de tout réaliser un projet qui est bon pour lui, eh bien, il est capable d'aller dans font ça pour financer le projet li. Eh bien, n'a dit que le 23 septembre 2020, fonds été lancé dans BRH et plus belle nouvelle dans là, c'est que jeudi a gagné plus de 60% des coopératives d'épargne et de crédit qui est versé cotisation, c'est-à-dire fonds de soutien aux coopératives là, les gains temps à alimenter, ça veut dire que les gains comme là-dedans et c'est une bonne nouvelle, chers amis, pour le secteur des coopératives d'épargne et de crédit. Nous tombons là dans le NAP. Nous avons dit qu'au niveau de la BRH, il y a un pile d'efforts, j'en ai dit à l'introduction, il y a un pile d'efforts qui fait pour que question pas été derrière. C'est dans ce sens ça pour une application plateforme de services de paiement électronique qui est là pour permettre l'interopérabilité entre différents acteurs financiers. Banque a fait
tout ça qu'on est pour que question yo même yo inclus dans une telle démarche. Voilà pourquoi bon, vous entendez déjà d'ailleurs sous un pile radio, que ce soit dans la capitale là, que ce soit en province, côté gagné 2 caisses populaires qui émettent des carottes de débit, yo même ATM et même yo qui gagne 4 de débit ça yo capable de faire de transactions dans n'importe qui ATM qui gagne qu'on a là, et c'est très important pour système parce que quand on a là un monde qui dans caisse populaire, il est capable de faire toute bagage ça vraiment on est capable de encourager les faire promotion promotion pour l'inclusion financière. Mais les gens dit de caisse populaire il y a accès à Bonap là, pas vraiment répéter comme ça, accès ça l'a étendu à toute l'autre caisse populaire lorsque moment arrivé, lorsque caisse la gain infrastructure technique et informatique pour ça. BRH pas quitter en coopérative d'épargne et de crédit derrière, bien entendu. Faut que ça gagne ça autorisation pour fonctionner, faut que son caisse qui agréé, régulièrement agréé, il était déposé dossier et puis des gains agréments, c'est très important. Voilà, chers amis, c'était là l'information générale. On a là, on nous passe dans le chiffre, puisque nous avons parlé de institutions financières, nous pas capable de parler de chiffres. Et d'ailleurs, point 1, c'est évolution financière des coopératives d'épargne de crédit. Pour nous faire ça, on regarde avant tout quelques chiffres qui concernent les vues globales des coopératives d'épargne et de crédit de 2016 à 2020. L'on prend tableau ça, si vous regardez très bien, chers amis, il y a 4 postes bilanciels là-dedans. Il y a actifs, il y a prêt-net, il y a dépôt, il y a avoir total des SEC, sanitaire et les fonds propres. De 2016 à 2020, l'on regarde l'évolution, c'est que vous prenez 8 milliards 65 millions de gouttes en 2016 pour arriver en 2020 17 milliards 678 millions de gouttes. Ça fait une croissance de 119% à peu près. Les nous tombons dans prêt, lorsque nous parlons de prêt, c'est-à-dire ce sont des prêts bruts. Et lorsque on enlève dans prêt provision qu'on fait les bons prêts, eh bien en septembre 2016, nous avons gagné 3 milliards 937 millions de gouttes pour prêt. Et lorsque nous arrivons en septembre 2020, nous gagnons 8 milliards 815 millions de gouttes. Ça fait 124% de croissance, d'augmentation qui est faite pendant 5 ans dans le système, dans le secteur coopératif d'épargne et de crédit. Là, nous tombons dans des dépôts eux-mêmes. Dépôts, ce sont les dépôts des membres que nous considérons comme des passifs internes. En 2016, il était 5 milliards 432 millions. Et en septembre 2020, c'est 13 milliards 587 millions de gouttes. Bon, les mêmes augmentations allez plus toujours, plus devant toujours, c'est 150% d'augmentation lorsque nous faisons calcul là. Alors, pas oublier, dépôt, c'est eux-mêmes qui financé actifs là. Alors, c'est un acteur de financement de actifs là. Si tout ça est dans actifs là, il y a un côté joindre, c'est dans dépôt, c'est comme ça lié. C'est eux-mêmes qui financé ces actifs là. Alors, il y a un élément. En nous tombant là, dans avoir total là, en 2016, septembre 2016, c'était 1 milliard 978 millions de gouttes pour nous tomber au 30 septembre 2020 à 3 milliards 304 millions de gouttes. C'est une croissance ou bien une augmentation de 67% comme ça. On va pouvoir que avoir là les mêmes, les pas aller même gens avec 3 premiers postes ça c'est pas même vitesse là, mais ça on est capable de comprendre très bien puisque
dans 3 postes ça, dans 4 postes bilanciels ça nous prend, eh bien, pour capable joindre avoir là, pour avoir là augmenter, faut que qu'est-ce là lui-même il fait toute ça qu'on est pour bien gérer actif là et dans actif là le joindre prêt si au même qui occupé plus place, c'est-à-dire la principale source de revenus dans une coopérative d'épargne et de crédit, c'est le portefeuille de crédit. Donc cela veut dire que faut que bien gérer lui pour que les capable de produire des revenus, pour revenus en mesure de couvrir toutes dépenses d'exploitation et comme ça, puis capable de dégager des excédents ou bien des trop perçus systèmes que vous utilisez pour les coopératives d'épargne et de crédit. Donc, qui fait que, sorti 2016, ça va été comme ça quand même, il a augmenté, mais pas dans le même niveau avec actifs prêtés ensemble avec dépôt. Donc, voilà, chers amis, c'était une vue globale de 2016 à 2020 concernant les coopératives d'épargne et de crédit. En nous entrer qu'on a la même dans le sujet, parce que nous avons parlé de évolution financière des coopératives d'épargne et de crédit dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Pour nous faire ça, nous prenons 2 actifs. Actifs au 30 septembre 2019 et actifs au 30 septembre 2020. Actifs 30 septembre 2021, c'est 17,68 milliards d'euros. De nous regarder, il y a une croissance de 12,34%. Ça veut dire qu'en valeur absolue, c'est 1 milliard, presque 2 milliards de gourdes. Ça nous remarque, c'est que 30 septembre 2020, tu as une croissance de 12,34%, mais au 30 septembre 2019, croissance là, c'était 30,17%. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a un ralentissement. L'on dit ralentissement, comprenez bien, ça ne veut dire pas une croissance. Ça ne veut dire pas gagner augmentation pour caisse populaire. C'est vrai, au 30 septembre 2019, il y a eu une croissance de 30,17%, mais avec Covid-19 là, eh bien, croissance là, il n'est pas capable de prendre la même vitesse là, si ça fait un ralentissement de 17 points de pourcentage, 17,83 points de pourcentage. Donc, nous voyons un bon ralentissement. Encore une fois, nous disons que ça ne veut pas dire que actif là pas augmenté, oui, il augmenté, mais pas à la même vitesse là. Et c'est très important. Si on allait au niveau des crédits bruts et des dépôts des membres, c'est la même situation. Hein? Bon, nous allons dans la table ça pour que nous soyons capables d'expliquer ça. Eh bien, pour portefeuille de crédit brut, eh bien, l'arrivée qu'on chute, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 10,14 points de pourcentage. Parce que en 2019, il était 21,54%. C'était niveau de croissance là, c'était croissance que tu gagnes, toute croissance là, 21,54% en 2019. Mais là, arrivé en 2020, eh bien, toute croissance là, c'était 11,40%. Ça veut dire que c'est vrai que le portefeuille de crédit il continue à augmenter, mais pas à la même vitesse là. C'est même là là tout c'est même là tout pour dépôt. Dépôt, tu as gagné une croissance en 2019 de 33 à 20%. Il est tombé à une croissance de 17,49% en 2020. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement de 15,71 points de pourcentage. Encore une fois, ma répété, dépôt augmenté, c'est vrai, en valeur absolue, après ça, il a augmenté, mais ce n'est pas à la même vitesse là. Je t'ai expliqué ça très bien, non? Exemple, je t'ai barré tout à l'heure, lorsque je t'ai pris ma machine, non? Chauffeur ça, qui t'a parlé, mon oui, et qui s'est arrivé dans la route. Et nous observons tout, baisse là, au niveau de l'activité d'intermédiation des coopératives d'épargne et de crédit. Alors, son ratio qui est simple, on prend prêt à ou mettez le sous dépôt.
l'on fait un ratio comme ça, eh bien, ou après qui ça, COVID-19 là, les fait sous activité d'intermédiation. En 2019, nous avons un ratio comme ça, c'était 73,87%. Ça, c'était au 30 septembre 2019. Mais lorsque nous arrivons au 30 septembre 2020, eh bien, les perdu 3,80 points de pourcentage pour tomber à 70,04%. Donc, c'est ça COVID-19 l'a fait sous activité d'intermédiation des coopératives d'épargne et de crédit. Bon, nous finissons par de actifs là, nous parlons de prêt bouillot et nous parlons autour de dépôt. On tombe dans le moment de ça qui est avoir des membres ou avoir du secteur qu'on considère comme fonds propres, comme considéré comme coussin de sécurité pour institutions. Eh bien, c'est avoir là qui permettent que l'institution est capable de faire face carré lorsque il y a une mauvaise situation qui passe pour ne pas trembler. Eh bien, c'est ça les représenter pour coopérative d'épargne de crédit comme institution financière. On regarde ensemble qui s'est passé de 2019 à 2030. Eh bien, niveau fonds propres là, il représentait 18,69% au 30 septembre 2020. Ça veut dire que les mêmes supérieurs à minimum qui recommandait pour normes sous capitalisation qui c'est 12,5%. C'est-à-dire les normes prudentielles exigeaient pour que toute caisse gagne au moins 12,5% comme niveau de capitalisation, mais au 30 septembre 2020, la question était à 18,69%. Ça veut dire qu'il y a des supérieurs. Toutefois, il faut remarquer que niveau de capitalisation, ça, sous l'effet de COVID-19 là, il diminué, puisque en 2019, eh bien, la ratio c'était 21,37% d'ITI, alors que en 2020, il est tombé à 18,69%, donc il a perdu 2,68 points de pourcentage. Qui fait que expliquer tout rendement sur actif là, qui perd du 3,33 points de pourcentage, lorsqu'il est passé de 6,75% en 2019 à 3,42% en 2020. Alors, lundi, alors, ROAS, donc c'est rendement sur actif là, lorsque nous prenons le rendement de l'avoir, bien entendu, dans la coopérative d'épargne et de crédit, ce n'est pas un ratio qui est très évocateur. Parce que ce n'est pas le même genre avec Banquio, ce n'est pas le même genre avec une société anonyme, côté lorsque il y a des excédents qui dégagent, c'est à partir des actions que nous avons gagnées, c'est de ça, pour le dividende. Donc, caisse populaire, lorsqu'il y a une possibilité, il y a une possibilité pour ça, il y a distribuer ce qu'on appelle des ristournes. Mais ristournes, là, c'est pas en fonction des parts sociales détenues par Mambio, mais c'est en fonction des affaires conclues avec la caisse. C'est-à-dire, si on a compte prêté, si on a fait dépôt, je peux regarder tout ça, c'est à partir de yo, je peux le ristourne. Bon, nous utilisons quand même comme ratio pour que nous sommes capables de montrer ça qui passe au niveau de l'avoir, mais c'est pas un ratio qui est trop évocateur pour le système. Donc, vous pouvez comprendre bien, chers amis, qui ça, dans niveau ça, au niveau de l'avoir, au niveau du rendement de l'actif et de l'avoir, qui ça, pandémie en fait. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment mettre caisse là à genoux, mais il y a un effet quand même, puisque niveau de capitalisation les diminué et nous voyons tout que rendement sous actif là diminué ainsi que rendement avoir là les diminué également. Bon, lorsque on a parlé de effet de pandémie COVID-19 là, il est surtout traduit au niveau des résultats.
Là, c'est nous gagnons revenu net d'intérêt, nous gagnons autre revenu, dotation à la provision pour créances douteuses, nous gagnons frais d'exploitation, nous gagnons trop perçus. Alors, table ça, on va comprendre beaucoup plus facilement si nous allons l'autre table à côté gagner de préférence des ratios. Ratio ça nous fait par rapport à l'actif moyen, c'est-à-dire nous prenons total revenu. Par exemple, au niveau de revenu net d'intérêt, nous prenons, nous mettons sur actif moyen et puis Libanon pourcentage ça. Et ça permet de comprendre qui s'accrevait pendant l'année 2020, pendant que Covid-19 là, lui-même était pas un problème pâle. En 2019, regardez bien, ensemble avec moi, chers amis, revenu net d'intérêt, l'était représenté 14,37% de l'actif moyen. Lorsque nous arrivons au 30 septembre 2020, lorsque nous regardons alors pendant l'année, c'était 12,93%. C'est ça représenté. Ce qui ça nous marqué, il y a une baisse. Cela veut dire que revenu, ça ne veut dire pas qu'il y a un revenu, mais par rapport à l'actif moyen, il y a une baisse. Si nous prenons autre revenu, on a fait même constatation en 2019. Autre revenu est représenté 3,12%, alors qu'en 2020, il représentait seulement 1,65%. Donc, qui fait que ce soit au niveau des revenus nets d'intérêt, alors lorsque nous parlons des revenus nets d'intérêt, c'est revenus qu'est-ce là lui-même il fait à partir de l'intérêt que il tiré de portefeuille de crédit. Et surtout parce que le portefeuille de crédit on dit là, c'est la principale source de revenus pour une coopérative d'épargne et de crédit. Et lorsque les enlever la donnée des dépenses d'intérêt, les bons revenus d'intérêt et autres revenus, c'est l'autre revenu que les tirer dans l'autre activité. Voilà. Nous tombons qu'on y a là dans la dotation à la provision pour créances douteuses. Ça veut dire que c'est de prêts qui ont des difficultés pour récupérer et puis il fait exigence à coopérative d'épargne de crédit, mais faut qu'il fait provision pour que c'est pour présenter. Lorsque nous jeté un coup d'œil en 2019, le ratio ça c'était 2,04%. Mais en 2020, il a augmenté, c'est 2,19%, il a augmenté. Comprenez bien, lorsque il a augmenté, déjà au niveau des revenus, il y a une baisse. Lorsque vous arrivez au niveau de provision, il y a une augmentation. Au revenu, c'est pour joindre tout perçu, ou bien pour joindre bénéfice, pour joindre excédent, c'est revenu moins dépenses. Déjà, nous joignons que le revenu a diminué et lorsque nous tombons dans la provision qui vient en diminution des revenus sont sur des dépenses liées, il est augmenté, on est capable de comprendre qui est l'effet sur la rentabilité du secteur de coopérative d'épargne et de crédit. Bon, la nouvelle emploi d'exploitation, il est diminué. Et puis, on vient tomber à un trop perçu ou bien bénéfice ou bien excédent de 3,42%. Mais lorsque nous faisons comparaison, c'est que en 2019, trop perçu sous actif moyen, c'était 6,75%. Alors que en 2020, ratio ça, c'est 3,42%. Donc, on est capable de dire que la pandémie Covid-19 là, il vraiment des conséquences négatives sur les résultats du secteur des coopératives d'épargne et de crédit. Alors, on a pu avancer, capable de comprendre, si tu as bien suivre ensemble avec moi, que tu es vraiment gagné de problèmes dans le niveau ça, puisque, et ça très important pour me dire, qu'est-ce populaire ensemble avec coopérative d'épargne et qu'est-ce populaire ensemble avec banque, pas même bagaille.
On banque par exemple, si tu as un problème au niveau de avoir eh bien, capable de demander pour actionnaire pour venir avec de fonds frais, ou capable d'augmenter capital. Mais au niveau des coopératives d'épargne et de crédit, ou pas joindre une situation comme ça va pas faire. C'est surtout les trop perçus dégagés par les coopératives d'épargne et de crédit qui doivent renforcer le niveau de capitalisation. Voilà pourquoi, lorsque nous par exemple, au niveau de l'avoir, qui perdu quelques points de pourcentage par rapport à ça qu'on fait l'année dernière, c'est parce que tout simplement, au niveau des trop perçus, il y a des problèmes à tout, c'est-à-dire question pas dégager assez de revenus, assez d'excédents, puis renforcer le niveau de capitalisation, puis capable de même niveau. Nous avons ensemble avec vous, il était 21 et 21% en 2019, mais pas qu'un bel il descend à 18%. Donc, nous devons dire que effectivement, la pandémie COVID-19 là, il gagne vraiment de conséquences négatives dans ce sens-là. Bon, tomber ensemble avec vous dans le tableau ça, les 20 plus grandes coopératives d'épargne et de crédit du secteur au 30 septembre 2020. Au capable de demander, pour qui ça nous oblige de venir avec un tableau comme ça. On a dit que gain de caisses populaires qui perdu place, c'est-à-dire gain de caisses populaires qui comportaient au mieux par rapport à l'autre pendant cette période-là. Sous les 5 premières caisses populaires, Socolavim, Caposa, CPF, KPEGM, côté LAM, en 2019, c'est pas comme ça que la classement est. Aujourd'hui, Socolavim qui était toujours bien place. Mais dans la place Caposa, là, c'était CPF. Et dans la place KPGM, non, c'était côté LAM. Donc, qui fait que COVID-19 là vient fait que il y a plusieurs, comme si il y a un changement au niveau de classification. Alors, classement, ça, c'est par rapport à l'actif lié. Donc, si que gagne de changement comme ça, c'est parce que toute question pas gagné, pas obtenu même niveau de croissance au niveau de actif. Il y a ça comme ce qui est adapté au plus bien par rapport à COVID-19 là. Donc, c'est très important pour nous faire comme ça. Mais, il y en a pas, comme on a dit, on a 20 plus grandes coopératives d'épargne et de crédit, ça tout département représenté, à l'exception du département des NIP, c'est celui-même qui va là. Et si on parlé des 5 premières caisses, mais non. Qu'est-ce qui 18e, 19e, 20e, il y a de changement tout. Il y a une caisse, par exemple, en 2019 qui était fait partie de tableau A. Bon, malheureusement, lorsque nous vivons en 2020, on parle encore, mais son caisse, on va parler de lui puisque il est trouvé dans le département du Nord-Ouest. Et c'est Capoma, il y a une caisse qui est située tout près de Mont-Saint-Nicolas. D'ailleurs, il fait partie de commune, mais il parle dans le boucle là, c'est Marouge, les situés. Donc, qui fait que Anessa n'est pas fait partie de ce tableau, c'est-à-dire des 20 plus grandes coopératives d'épargne et de crédit. Donc, nous souhaitons que l'année prochaine, elle est capable de reprendre place. Et nous gagnons qu'on y a là pour différents départements dans le secteur, nous gagnons tous les départements. Ça fait nous venir avec tableau zato pour nous faire connaître. Dans le secteur coopératif d'épargne et de crédit, il y a des bagages qui passent qui pas même genre avec le secteur bancaire là, par exemple. Si nous prenons question, on va joindre que ces départements de l'Artibonite qui premier, que ce soit au niveau de l'actif, que ce soit au niveau pour dépôt, que ce soit pour prêt brut, Artibonite premier dans tous 3 indicateurs ça yo, actif, dépôt, prêt. C'est les mêmes cap mené. Alors le département de l'Ouest, lui-même, c'est deuxième. Et pour pouvoir le joindre, le département du Sud-Est qui occupait, qui gagne 2 places de troisième et 1 place de quatrième, et le Sud qui vient en 4e position avec 2 places de quatrième et 2 places de troisième. Ça, c'est important pour que nous connaissions et que le département soit capable de comment représenter dans le tableau comme ça. Mais si nous prenons le deuxième tableau,
eh bien, situation n'est pas même genre. Là, au niveau de capitalisation, où il y a un tout rendement actif là, où il y a un ratio de liquidité. Eh bien, le jaune table ça, gain de qu'est-ce qui était dans bas table là, eh bien, il faut un peu d'effort. Dans le niveau de capitalisation, c'est-à-dire, il y a une coopérative d'épargne de crédit qui jump, c'est là pour Alouel. Un gars qui département qui occupe la première place là. C'est Grand'Anse. Alors, ce que le premier tableau, en termes d'actifs, la Grand'Anse, c'était le département qui était trouvé en 9e position. Mais dans ce qui concerne le niveau de capitalisation, les retrouver en première place. C'est-à-dire, c'est un département en termes de coussin de sécurité, les jumps, si tu as de barrières qui t'a passé au niveau de l'actif lié par rapport à des facteurs externes, eh bien, il est vraiment en mesure pour faire face carré à de barrières comme ça, parce que les biens capitalisés 31,67%, alors que le minimum qui vous recommandé pour toute caisse, c'est 12,5%. Bien situé le tout par rapport au ratio de liquidité du troisième, c'est 38,27%, alors qu'il y a un minimum de 25% qui est recommandé dans le niveau ça. Et troisième non, niveau rendement, c'est normal. Si qu'est-ce là capable de capitaliser comme ça, c'est parce que tout simplement, les générer assez de trop perçus qui est capable de permettre de renforcer niveau de capitalisation. Et nous, lorsque nous regardons encore, nous joignons le département du Sud-Est, le deuxième en termes de capitalisation, et c'est très important. Nous jouons le département du Nord-Ouest, les troisième dans le niveau ça, bien que les sixième en termes de ratio de liquidité. Donc, il y a un bagage pour nous regarder, c'est que si le département de l'Ouest était deuxième en termes d'actifs dépôts, et bien, vous joignez qu'au niveau de capitalisation, c'est-à-dire fonds propres, les 9e position. Donc, c'est ça qu'on est capable de remarquer. Et puis, l'Artibonite qui était en première position, Livini en 5e position. On a question de niveau de capitalisation, et tout ça. Voilà, chers amis, c'est ça, nous dégainons. Alors, nous avons un tableau 5 qui est actifs et secteurs. Alors, bilan secteur pour 2 années, un bilan comparatif de 2020, mais pour bien comprendre, on a dit là, c'est que pendant nous avons gagné COVID-19 l'apparaît, c'est un problème. C'est que avec 2 cas, il y a joignés, quand tout le monde qui court à chercher comme dans la coopérative d'épargne de crédit, il y a une inquiétude dans ce sens parce que de t'as demandé est-ce que question pas bien un problème de liquidité. Mais lorsque nous avons ça dit, c'est-à-dire prévision, pas Dieu merci, pas de respecter, même comme ça, qui te prend, nous avons redéposé comme ça dans la coopérative d'épargne de crédit, qui fait que au 30 septembre 2019, si nous avons, par exemple, un ratio de disponibilité de liquidité de 36,55%, et bien, l'arrivée en 2020, il a augmenté, c'est-à-dire que la pandémie, on est censé pas gagner aucun effet sur le niveau de disponibilité et question. Et nous vraiment dit bon Dieu merci pour ça parce que c'est très important. Qu'est-ce capable de tout problème, mais si il y a problème au niveau de liquidité, eh bien, ça capable de faire des dommages qu'on pas même espérer même. Alors, et c'est ça que nous gagnons, mais si nous regardons tout au niveau de Brenner, là, il y a un effet COVID-19 là, puisque il était 51,33% en 2019, il est tombé à 49,86% au 30 septembre 2020. Bon, voilà, chers amis, nous sommes capables de dire que, pas aucun doute dans ça, que pandémie COVID-19 là, il y a des conséquences négatives sur l'activité coopérative d'épargne de crédit. Cependant, il faut que nous fassions remarquer que question continue malgré tout à dégager des excédents, ils continuent à grandir et tout, nous sommes capables de dire que fonds propres toujours supérieur à un minimum qui est recommandé par le nombre prudentiel, c'est 12,5%. C'est très important. C'est vrai, tu as gagné de conséquences, mais question est bien comporté. Mais plus de nouvelle là, c'est que pendant la pandémie, BRH tape travail en pile pour que les capables de constituer fonds de soutien
qui c'est un mécanisme de financement que l'État haïtien était prévu dans la loi 26 juin 2002. Nous avons déjà fonds de soutien, les constitués et déjà les alimenter, comme la donne, c'est un outil de levier financier très important pour le secteur et gagner un pile qu'est-ce qui gagne versé déjà, gagne l'autre cabine versé pour capable renforcer la cabine au service du secteur des coopératives d'épargne et de crédit. Voilà, chers amis, c'est tout ça nous avons pour vous dans l'évolution financière des coopératives d'épargne et de crédit dans le contexte de la pandémie de 2019. Nous remercions de ce que vous tapez sur nous avec attention et qu'on est là, nous disponibles et disposés pour que nous soyons capables pour que une autre fois encore, nous sommes capables de répondre à des questions que vous avez gagnées sous la présentation de l'atmosphère. Merci encore. Merci. Merci à notre ami Jocelyn Jean-Baptiste de la direction de l'inspection générale des caisses populaires de la BRH, Monsieur Jean-Baptiste, qui souhaite vraiment faire une belle présentation pour nous là sur évolution coopérative d'épargne et de crédit et dans le pays, dans le contexte pandémie COVID-19 là. Et nous sommes à travers un ensemble d'indicateurs, même si que croissance et à la croissance il a baissé, mais quand même il y a une croissance et que le secteur coopératif là quand même l'été manifeste une certaine résilience par rapport à COVID-19 là. Et bonne nouvelle là sorte baili, c'est question de fonds de soutien, ça parce que c'est un élément important dans le renforcement résilience coopérative des périodes de crédit. Nous gagnons une question et la question nous gagnons une question, très bien, une question pour monsieur Jean-Baptiste qui vient joindre nous là sur la plateforme yo. Et il y a une décision qui bat BRH mission pour réguler institution de microfinance qui impact ça pour le gain sur le secteur. Donc il y a une décision qui bat BRH mission pour réguler institution de microfinance. Nous quoi ça sorti dans une loi, décret loi maintenant qui impact ça capable gagner sur le secteur microfinance là monsieur Jean-Baptiste. Merci. Merci pour la question. Effectivement, avec le décret 5 juin qui est sorti en 2021, BRH gagnait pour la capable de réguler la microfinance non coopérative. Et dans le décret ça, eh bien, gagnait deux types d'institutions de microfinance non coopérative. Nous capable de gagner de association de microcrédit, c'est-à-dire eux-mêmes sont capables de faire ça au crédit seulement, alors que il y a toute société de microfinance, eux-mêmes sont capables de faire l'intermédiation financière. Cela veut dire quoi? Il est capable de mobiliser épargne et puis il est capable de prêt tout. Qu'est-ce que ça peut le faire? Eh bien, il y a un changement effectivement dans ma chère, puisque tout le temps IMSA qui t'a remis mobiliser épargne, ils viennent directement de concurrents pour coopératives d'épargne et de crédit. Bon, ça pas demandé pour que secteur, c'est-à-dire au niveau de coopératives d'épargne et de crédit, puis préparer pour que le cas bien comporté, puisque qu'on a là au niveau de la microfinance, il pas pour continuer encore dans la question mobilisation épargne, il pas le gagner ensemble de IMF qui va le faire même travail là. Alors pas toutes les IMF, mais il y a une partie des IMF nous parler de société de microfinance qui prend mesure pour faire ce qu'on appelle de l'intermédiation financière. Merci. Mettez 50 000 gouttes, 7% à bon petit temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour que pour pipiti 50 000 gouttes, ou ka mettre dans obligation BRH
cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, m'ta pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Salut à tous les organisateurs et participants à ce sommet de la finance version l'année 2021. Mesdames et messieurs, je réponds à l'appel de Robert Parrette qui m'a demandé de faire un keynote speech, discours auquel il a donné le titre suivant: Former du capital humain, quel rôle pour les universités haïtiennes? Dans la tradition des conférences internationales, ce genre de discours requiert une présentation conçue pour donner le ton à l'ensemble des activités prévues. Une telle présentation doit aussi lancer un très important message qui devra rester gravé dans la mémoire des participants et peut-être même dans celle de tout un segment de la société. J'espère que mes longues années d'enseignant-chercheur au niveau universitaire et de doyen de faculté, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger, me permettront d'apporter un plus grand éclairage sur le rôle important des universités pour Haïti et ainsi apporter un grain de sable de la construction de nouvelles possibilités de formation, recherche et autres activités universitaires mises à la disposition de la jeunesse haïtienne en vue de l'avancement socio-économique aussi bien que la stabilité politique du pays. Une note, cependant, est de mise dès le début de ce discours. L'école et les centres de formation, à quel niveau que ce soit, jouent toujours un rôle de premier plan dans le développement d'un peuple. Apprendre à lire et à écrire à toute la population doit toujours être l'objectif de base dans toutes les sociétés humaines. Cet apprentissage ne se fait pas à l'université, mais fidèle à la demande qui m'est réclamée, je circonscrirai mes remarques au seul niveau universitaire. Officiellement, le rôle prépondérant du capital humain dans l'analyse des faits économiques a pris son grand essor lors du très fameux discours d'inauguration du professeur Theodore Schultz, Université de Chicago, lors de son ascension à la présidence de l'Association des économistes américains en 1960.
Ce discours arriva dans le contexte d'une vive discussion entamée depuis tantôt 10 ans autour des causes explicatives de la croissance économique des pays développés. Bien sûr, depuis plus de 150 ans, les économistes avaient toujours mis l'accent sur l'importance du capital, tant physique que financier, dans la croissance économique du pays. Il suffit de penser à Adam Smith, à David Ricardo et à Karl Marx pour en être convaincu. Mais dans la décennie des années 1950, un jeune économiste et futur prix Nobel du nom de Robert Solow, MIT, suite à une analyse minutieuse des différents intrants donnant lieu à la croissance de l'économie, avait conclu dès 1956 que l'augmentation de la quantité d'intrants, capital, main-d'œuvre et autres ressources, ne pouvait pas expliquer les fortes augmentations dans les extrants observés, c'est-à-dire le produit national brut. Il a donc conclu qu'il existait des causes qualitatives capables de mieux expliquer les phénomènes de croissance économique. Il proposa alors que les changements technologiques introduits dans les processus de production étaient les plus grands responsables de l'amélioration des niveaux de vie des populations. D'autres économistes, après lui, réalisèrent des études similaires utilisant des données d'autres pays développés et certains pays en développement. Ils ont trouvé des résultats analogues à ceux de Robert Solow, érigeant ainsi sur un plus grand piédestal l'apport essentiel du changement technologique dans la croissance économique, tout pays confondu. En d'autres termes, plus que l'augmentation de la quantité des intrants, c'est la productivité de ces intrants qui est le grand responsable de la croissance économique. Cette conclusion, aujourd'hui encore, demeure aussi solide que le roc. L'apport de Schultz réside dans son argument que le capital physique n'est pas tout dans la vie. C'est l'ouvrier qui utilise ce capital physique et cette technologie. L'ouvrier doit recevoir une formation supplémentaire pour travailler avec une nouvelle machine. Toute forme d'apprentissage à l'école ou bien sur le tas, c'est-à-dire on the job training, constitue potentiellement une augmentation de la capacité de production des hommes et des femmes au travail. Donc, il faut parler aussi du capital humain. Dans ce sens, les dépenses pour l'école et autres centres de formation ne sont pas des dépenses de consommation. Elles constituent des dépenses d'investissement. Désormais, nous devons parler des investissements dans le capital humain. Plus tard, d'autres économistes et futurs prix Nobel démontreront que l'amélioration de la santé constitue aussi du capital humain, soit en augmentant le nombre d'années de vie productive, soit en diminuant les jours de maladie. Bien sûr, sans les universités, d'où viendront les médecins qui aident à nous maintenir en santé? Sans les ingénieurs, qui pourront créer les infrastructures pour nous procurer à proximité de l'eau potable, source de vie, pour ouvrir les routes larges et moins larges, permettant la production d'arriver aux utilisateurs? Sans les ports et aéroports, comment se fera le commerce avec les contrées lointaines? Sans les agronomes, comment faire augmenter le rendement à l'hectare pour une plus grande disponibilité des aliments destinés à la population? Et la liste peut continuer.
Tous les détenteurs de ces professions doivent endurer de longs cycles de formation dans les universités. Donc, un pays qui n'investit pas suffisamment dans l'éducation universitaire n'a pas de sérieuses aspirations au développement socio-économique. La situation universitaire d'Haïti, dans ce sens-là, n'est pas au beau fixe. Pour une population de 11 à 12 millions d'habitants, nous n'avons pas les médecins nécessaires en quantité et globalement parlant, en qualité non plus. Cette même évaluation est valable pour les professeurs d'école, les ingénieurs sanitaires responsables de l'approvisionnement en eau potable et en évacuation des eaux usées, ceux des ponts et chaussées, les ingénieurs électriciens, ceux de l'irrigation des terres plates et du contrôle d'érosion en montagne, car les ingénieurs travaillent aussi pour combattre l'érosion. Nous n'avons pas non plus un nombre adéquat d'experts comptables responsables de la vérification de nos comptes. Le personnel de secrétariat aura du mal à fournir l'assistance aux responsables de l'organisation. Les agents de sécurité vont aussi faillir dans leurs tâches, et j'en passe. Dès lors, le système universitaire haïtien a une très longue liste d'activités supplémentaires à entreprendre pour mettre ce pays en rail. La liste est trop longue pour tout énumérer. Je vous propose un schéma simplifié, cependant utile, pour provoquer vos réflexions et faciliter la conception des améliorations à entreprendre aujourd'hui et demain. Le travail des universités peut être divisé au moins en trois grandes catégories. L'enseignement proprement dit à cette jeunesse estudiantine universitaire. 2. Les recherches et publications, aussi bien de nos penseurs avancés que ceux en herbe. 3. La divulgation de connaissances utiles à des non-universitaires et au public en général, moyennant séminaires, ateliers, conférences et un amalgame de cours de courte durée. Ces trois genres d'activités s'offrent au moins dans 4 grands champs du savoir. Premièrement, les sciences physiques et naturelles, c'est-à-dire la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, la technologie de l'information et de la communication et autres. Ce champ est totalement nécessaire dans la formation des médecins, ingénieurs, agronomes, etc. 2. Le champ des sciences sociales, c'est-à-dire l'histoire, les sciences politiques, la géographie, l'économie, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, etc. Tous des sujets importants à la compréhension des problèmes du vivre ensemble et comment les résoudre en tant que société. 3e catégorie, les sciences de la gestion, la comptabilité, la finance, la gestion des opérations, le marketing, la gestion des ressources humaines, la stratégie d'entreprise, la stratégie économique du pays et autres, toutes choses de grande utilité pour une meilleure utilisation des ressources conçues comme rares, y compris le temps et l'espace. 4e champ d'activité, le domaine tant important de l'art et des sensibilités humaines. Nous parlons de la littérature, la peinture, la philosophie, le droit, la religion, etc. Domaine totalement dévoué à une meilleure connaissance de notre culture
de nos droits et devoirs de citoyens, les sentiments résidant dans nos cœurs et nos âmes d'êtres humains, vivant ensemble dans nos communautés et dans la patrie commune. Aucune des universités haïtiennes n'offre à elle seule l'ensemble de ces disciplines. Ce serait trop demandé. Mais certaines de ces disciplines ne sont enseignées nulle part au pays ou sont disponibles à un nombre excessivement insuffisant de personnes pour répondre au bien-être de la société. De plus, il existe un nombre trop réduit de professeurs à plein temps dans nos universités, publiques ou privées. Sur plusieurs années, le financement de l'État accorde rarement 1% de son budget à l'Université d'État d'Haïti. Professeurs, directeurs, doyens et recteurs n'ont presque rien pour travailler avec. Le nombre grandissant de jeunes voulant des études universitaires se voit obligé d'aller dans les universités privées, même avec des frais scolaires plus élevés. Ces dernières n'arrivent pas souvent à mieux faire. Bon nombre d'universités d'État aujourd'hui en province ne sont pas administrativement rattachées au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Le pourcentage des licenciés à chaque promotion reste faible, en grande partie parce que l'exigence d'un mémoire de sortie s'est convertie en goulot d'étranglement par manque de professeurs pour superviser ces travaux de recherche. Le manque de financement adéquat est souvent la cause majeure de ces difficultés. Pour remplir son véritable rôle, les universités haïtiennes ont besoin d'infrastructures, de laboratoires, de bibliothèques, de professeurs à plein temps, d'administrateurs visionnaires capables d'innover et du financement pour se les procurer. Nous considérons que nous pouvons identifier au moins 5 sources légitimes de financement pour le secteur universitaire. 1. Bien sûr, l'État, parce que c'est un peu sa grande responsabilité aussi. 2. Les dons volontaires en provenance des fondations privées haïtiennes et étrangères à but non lucratif. 3. Les dons et autres types de contrats en provenance des entreprises nationales et internationales évoluant au pays. 4. La diaspora elle-même. 5. Les institutions de développement international représentées en Haïti. L'État, en accordant que 1% de son budget à l'Université d'État d'Haïti, démontre clairement que la formation universitaire ne constitue pas une de ses priorités. Ce qui implique que le développement réel ne se retrouve pas sur son agenda. Quel dommage. Les fondations privées doivent reconsidérer leurs priorités, à mon avis, et leur budget pour accorder plus d'espace aux besoins insatisfaits du secteur universitaire. Leurs besoins de toutes sortes sont énormes. Certaines fondations ont déjà mis d'importantes ressources dans l'édification des infrastructures d'écoles primaires en province. C'est bien. Il faut aussi penser aux infrastructures universitaires publiques et privées, leur dotation en équipement, laboratoires, bibliothèques, ordinateurs et autres. Elles peuvent même élire, c'est-à-dire les fondations, peuvent même élire les champs de connaissances de leur choix, c'est-à-dire ce sont les sciences naturelles qui nous intéressent, donc nous priorisons les sciences naturelles. Ou bien, ce sont les sciences de la gestion qui nous intéressent,
nous priorisons les sciences de la gestion. Ce sont les sciences sociales qui nous intéressent. Nous voulons aider à construire de bonnes écoles dans le domaine des sciences sociales. Ou bien tout simplement, Haïti est rempli d'art et des études littéraires. Nous voulons appuyer la publication de ce que nous avons produit en termes d'art et d'études littéraires. Les entreprises publiques et privées peuvent aussi considérer un appui même partiel au paiement des frais scolaires de leurs propres employés, certainement les plus prometteurs. L'appui peut prendre la forme de dons ou de prêts sur une période acceptable. L'appui peut même financer des cours de courte durée sur des sujets précisément utiles à la productivité de l'entreprise. En présence de garanties, certaines formes de crédit pour payer les frais scolaires pourraient prendre naissance. La diaspora présente un potentiel intéressant et abordable si la crédibilité est présente. Certainement, le modèle GoFundMe qu'on connaît offre une possibilité réelle si l'organisateur est fiable et couvre le pays en dehors et donne des rapports transparents. Les institutions internationales aujourd'hui ne prêtent plus à l'État haïtien pour des raisons de manque de transparence et de trop grande faiblesse dans la capacité d'absorption des accords de prêt. Ces institutions donnent cependant des dons à l'État même dans les circonstances présentes. Pouvons-nous engager le dialogue nécessaire à l'application d'une partie de ces dons au secteur universitaire? Voilà, à mon avis, quelques pistes de réflexion que je vous livre aujourd'hui à l'occasion de ce sommet. Des décisions en ce sens fournissent au secteur privé une grande opportunité de contribuer à la construction des fondements solides et durables de la patrie commune. Ce serait un acte formidable de leadership de la part du secteur privé et du secteur financier du pays, précisément à un moment où d'autres secteurs se retrouvent en plein effondrement. La population saura apprécier. Beaucoup d'entre vous auraient acquis une base supplémentaire de légitimité. À bon entendeur, salut.